chose à lire, si ce n'est qu'il y a quand même à lire dessus le S qui est à intelligence et à artificielle. Parce que la première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas une IA, mais il y a vraiment des IA. C'est vraiment un sujet qui est pluriel, mais pluriel puissance 10. Il y a vraiment des IA spécialisées dans chacun des domaines et il y a des IA pour un petit peu tout. Il y a beaucoup de gens qui décrient l'IA et qui disent que ça va nous abêtir, ça va nous rendre dépendants, ça va avoir plein de choses négatives. Il ne s'agit pas ici, dans cette conférence sur l'IA, de nier les choses négatives, mais il s'agit de les mettre en contrebalancement des choses positives. Et après, vous ferez votre propre idée, mais s'il vous plaît, n'ayez pas d'idée préconçue. Je vous donne tout de suite mon idée de base, c'est que l'intelligence nous augmente, elle ne nous aliène pas, elle nous augmente. Vous me direz à la fin de cette conférence si vous pensez qu'effectivement ça nous augmente ou ça nous aliène, ça nous rend plus intelligents, ça nous aide, ou ça nous rend plus bêtes. Donc cette conférence d'aujourd'hui, elle s'appelle No Limits. Alors pourquoi No Limits? Vous le sentez bien venir. Hein. L'IA aujourd'hui, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Il n'y a pas une conférence, il n'y a pas un JT, il n'y a pas une table ronde où on n'évoque pas ce sujet de l'IA. L'IA est une véritable révolution qui s'impose, un peu comme s'est imposé le smartphone, ou Internet il y a quelques années, donc 2000 Internet, 2010 le smartphone. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas Internet, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas le smartphone, force est de constater que ces deux choses ont bien révolutionné notre quotidien. Certains diront pour le mieux, d'autres diront pour le pire, mais en tout cas ça a révolutionné, tout comme l'écriture, l'électricité, puis comme on est chez Renault, la voiture a révolutionné nos usages, a révolutionné ce qu'on a pu faire. Que tout ceci est généré et on va dire initié, ça vient d'une loi qui est cette loi de Gordon Moore. Gordon Moore, pour les plus anciens d'entre vous qui ont un peu moins que mon âge, mais qui sont quand même d'un certain âge, connaissent Gordon Moore. Gordon Moore, c'était le premier patron d'Intel, donc qui fait des semi-conducteurs, et ce premier patron d'Intel dit, tous les 18 mois, la puissance électronique, la puissance des composants, peu importe la puissance de l'informatique, on va résumer ça comme ça, la puissance de l'informatique va doubler tous les 18 mois à prix constant, ou dit différemment, le prix à énergie ou à puissance constante, le prix de l'informatique va être divisé par deux tous les 18 mois. Et depuis les années 70, je vous montrerai une courbe, je vous la montre tout de suite, la courbe, là voilà, c'est la courbe la plus complète qu'on ait depuis 1939, mais elle est véritablement exacte depuis 1970. Depuis 70, et effectivement, tous les 18 mois, la puissance informatique double. Et les conséquences, c'est tout simplement que aujourd'hui, l'IA est possible. Aujourd'hui, on fête les 3 ans de ChatGPT, donc qui a commencé en 2022, exactement le 30 novembre 2022. Donc ChatGPT a 3 ans et un jour. Bon anniversaire à ChatGPT. Eh bien, ChatGPT en 2022 est possible uniquement grâce à cette fameuse loi de Moore qui dit que on a une puissance informatique qui double tous les 18 mois, on va dire qu'il décuple tous les 5 ans, c'est à peu près pareil. Et grâce à cette puissance informatique, on peut faire de l'IA. On n'aurait jamais pu faire l'IA en 2010, encore moins en 2000, c'était impossible. ChatGPT aurait sauté en 10 secondes. En 2022, la puissance informatique a rendu possible ChatGPT et toutes ses sœurs, et tous ses petits frères, et toutes ses petites sœurs. C'est pour ça que cette conférence s'appelle No Limits, parce que tant que, et personne ne sait jusqu'à quand, mais tant que l'informatique est de plus en plus puissante, on aura des applications de plus en plus puissantes, de plus en plus petites, de plus en plus portables, jusqu'à avoir, je sais que vous l'appelez tous de vos voeux, jusqu'à avoir un super calculateur d'IA à l'intérieur de chaque voiture ou à l'intérieur de chaque robot. Aujourd'hui, c'est pas encore possible. Il y a des tests, c'est pas encore possible, mais
qui dit que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, chaque voiture qui sortira à l'époque ne sera pas équipée de quelque chose d'extrêmement puissant. Moi, je pense que ce 21e siècle, ce monde, ce siècle de l'information, ce siècle de la connaissance, ce siècle de l'échange, eh bien, il n'est pas copyright, il est justement le contraire de copyright, il est copyleft. Et c'est un des premiers concepts que je vous donne comme ça. Le monde d'aujourd'hui, l'économie d'aujourd'hui, elle est dans le partage de la connaissance, elle est dans le partage des brevets, j'insiste, le partage des brevets, pas des secrets d'entreprise, mais partage des brevets. Et vous avez, pour illustrer ça, je vous le mets en très grand, ce copyleft, hein, et vous avez une magnifique initiative par Renault, justement, qui fait du unpatent. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Unpatent, c'est excusez-moi, le terme n'est pas français, je débrevetise mes brevets pour vous les partager et je vous autorise à utiliser, alors là c'est unpatent ou universal patent, je mets mes brevets dans le domaine public. Alors, c'est pas dans n'importe quel type de brevet, c'est des brevets sur la sécurité, mais peu importe. Renault a dépensé de l'argent en R&D, R&T, a déposé des brevets sur la sécurité et dit maintenant, si je veux que le monde soit vraiment sûr, c'est pas que les Renault qui doivent posséder ce brevet, c'est les Renault et les Peugeot et les Volkswagen. Comme ça, si un accident est évité par un brevet Renault porté dans une Peugeot, eh bien ça fera une Peugeot d'accidenté en moins et peut-être une Renault qui était sa cible d'accident. Donc c'est extrêmement intelligent de faire ça, c'est extrêmement intelligent de faire ce fameux copyleft. J'aimerais vous imprégner les esprits par ce copyleft, parce que vraiment, il est d'une importance vraiment phénoménale dans ce monde d'aujourd'hui, où la compétition est mondiale et où il faut se battre contre tout le monde. Et vous le savez tous mieux que moi, aujourd'hui, une voiture, c'est pas 4 roues, et les gens de chez Ampère et les gens de chez Mobilize le savent encore mieux, une voiture, c'est pas 4 roues avec un petit infotainment à l'intérieur et un petit logiciel qui va gérer 2-3 fonctions. La voiture de demain, et vive la Renault 5 électrique, la voiture de demain, c'est un ordinateur. Mon job, et je voudrais finir par là pour ma présentation, et après on se lance dans la transformation digitale, mon job de professeur d'économie numérique me pousse à vous partager cette citation. Alors peu importe qui l'a dit, je ne vais pas faire de name dropping encore une fois là-dessus, peu importe qui l'a dit, mais elle est extrêmement importante. Vous la voyez en bas. Software is eating the world. L'informatique ou le logiciel est en train de manger le monde. Et il y a des surenchères par rapport à cette phrase qui disent l'IA est en train de manger le logiciel. Le logiciel, même pour les objets en dur, même pour les produits qui n'ont rien de technologique, eh bien, par exemple, un bâtiment, vous êtes tous aujourd'hui dans des bâtiments, peut-être privés, peut-être chez Renault, eh bien, la gestion de ces bâtiments, la température qu'il y fait, la sécurité qu'il y règne, le contrôle du bâtiment lui-même, les stores, la ventilation, les détecteurs de CO2 qui peuvent vous sauver la vie, le cas échéant, eh bien, tout ça, c'est du logiciel. Et un bâtiment qui allumerait son signal d'alarme toutes les 10 minutes serait proprement inutilisable. Donc c'est bien aujourd'hui, même pour un bâtiment, et a fortiori pour une voiture, et encore plus pour un smartphone, c'est le logiciel qui va gérer notre bien-vivre avec l'objet. Donc c'est vraiment extrêmement important, et du coup je ne résiste pas à l'idée de vous montrer cette slide-là. Comment est-ce que ce qu'on voit là va transformer mon travail de demain, mes tâches de demain, mes projets de demain, et cette transformation digitale, comment est-ce qu'elle vous affecte? Et donc il y a deux manières de voir cette transformation digitale. Elle affecte deux éléments de l'entreprise, et donc vous-même par la même occasion. Le premier élément, ça va concerner le produit que vous vendez, le service, même si c'est un service
interne et les propositions, votre value proposition. Donc il y a une transformation digitale qui va intervenir au niveau de ce que vous livrez, que ce soit un service, que ce soit une assurance, que ce soit un financement, que ce soit, a fortiori, une voiture, bien sûr. Et puis, il y a une deuxième transformation digitale qui, elle, va concerner plutôt l'entreprise et ses processus, les méthodes de travail, l'agilité, la manière qu'on a de faire la comptabilité, la manière qu'on utilise pour toucher des prospects, pour toucher des clients, la méthode qu'on utilise pour faire du marketing. Bien, tout ça, c'est fortement changé, voire même chamboulé par cette fameuse IA ou par ce monde digital qui arrive. Donc il y a vraiment deux visions de la chose, à la fois ce que je vends est changé et mes clients voient mon offre différemment. Et deuxièmement, ce que je fais, donc ce que je vends est changé et ce que je fais au quotidien avec mes équipes, la manière dont je manage mes équipes, la manière avec laquelle je fais du reporting à mes supérieurs ou à laquelle je demande du reporting à mes équipes. Tout ceci change beaucoup. Et là, je vous le montre sous forme de plateforme. Le mot plateforme pour Louis Renault en 1899, donc encore au 19e siècle, ben, c'était quelque chose. Au XXe siècle, ça devient autre chose, la plateforme. Et puis, vous voyez, au XXIe siècle, la plateforme, c'est même plus quelque chose de matériel. C'est un operating system, un peu comme on a Windows, on a Linux, on a macOS, ou on a iOS ou Android. Eh bien, on a là CarOS. C'est un operating system, c'est un logiciel qui fait fonctionner les voitures et dessus on peut lui mettre la batterie A, les roues B, la direction. On va faire 5 grandes parties aujourd'hui. Les deux premières sont, et je m'en excuse, un peu techniques, un peu arides, avec pas mal d'acronymes, pas mal de mots techniques, parce qu'il faut bien se familiariser avec ce système. Mais donc deux premières parties, définition et fonctionnement, qui sont malheureusement assez techniques. On fera une petite pause et après on verra la partie sur l'évolution. Là c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus facile. L'utilisation au quotidien, là il y a plein de trucs et d'astuces. Et puis en dernière partie, l'économie de l'IA, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça procure au niveau de l'économie, et avec à chaque fois une partie, vous l'avez en orange ici, je vous le montre en grand, vous l'avez en orange ici. Il y aura des parties critiques, limites, dérives, risques et chômage sur l'étude de tout ce qu'on va voir, parce que bien sûr, cette nouvelle technique, cette nouvelle technologie, cette révolution, elle ne va pas s'en faire de casse, elle ne va pas s'en faire quelques laissés pour compte, on peut les appeler comme ça. On va voir le premier inconvénient de ce développement-là. Vous avez là un cerveau humain stylisé. En bas, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a la consommation en watts du cerveau humain. Un cerveau humain, là on est 80 ensemble. Eh bien, nous dépensons 80 fois 20 watts. C'est-à-dire, on a une consommation, nos 80 cerveaux réunis consomment très, très, très peu d'énergie. On chaufferait même pas une pièce. Ce qui est certain, c'est que quand ça évolue vers d'autres choses, et quand ça évolue vers l'IA, eh bien la consommation d'un data center, c'est 30 mégawatts. Donc c'est absolument énorme. J'adore chez Renault vos jeux de mots à jouer sur déjà la Rénolution, j'ai trouvé ça absolument génial. La Renew, ou Renault, pas Renew, pardon, je le dis mal. Renew, c'est pour l'occasion, mais la Renault. Donc revenons à nos petits Renault ou Renew ou Renaulution. Donc bravo pour tous ces jeux de mots. Et puis je vous propose d'attaquer tout de suite. Donc première partie. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, très intéressant. Première partie, on va sur définition, description, les différents types d'IA. Encore une fois, c'est un poil technique, mais je vais essayer de le rendre le plus simple possible. Surtout, n'oubliez pas, je l'ai dit au début, mais je le répète ici, l'intelligence artificielle n'est pas unique, il y en a
100 d'intelligence artificielle différentes. Donc ça suppose qu'il faudra choisir la bonne le jour où vous en choisissez une, choisir celle qui est gratuite ou plutôt celle qui est payante. Ça va dépendre de plein de critères, mais il y a plein d'intelligences artificielles. On pourrait les schématiser, je les ai schématisées ici, vous n'y voyez rien, c'est normal, c'est totalement illisible parce qu'il y en a beaucoup trop, on ne peut pas les schématiser sur une page, tellement il y a des choses différentes. Si je vous fais un gros plan, bah voilà, vous tombez sur de l'algorithmie, sur GPT. Alors vous connaissez ChatGPT, mais avant d'être ChatGPT, GPT ça veut dire génératif, donc ça génère quelque chose. Pre-train, c'est entraîné à l'avance. Et le mot le plus important de GPT, c'est le T de transformer. Ça fonctionne avec des vecteurs qui transforment les choses. Donc IA générative, le quantique, l'agentique, on en parlera, les API, peut-être que dans votre métier, vous connaissez déjà les API, mais c'est fondamental dans l'IA, les API, j'en reparlerai tout à l'heure. Bien sûr, on est sur de la data. Il ne faut pas oublier l'énergie que ça consomme dans l'IA. Deuxième chose par rapport à l'IA, c'est ce terme d'intelligence en anglais qui, très souvent, dans beaucoup d'expressions, veut plus dire renseignement, information, que intelligence au sens, si je le traduis en anglais, clever ou smart ou cleverness du terme. Donc quand on parle de BI, Business Intelligence, on parle de tous les renseignements, toutes les infos, l'étude de marché nécessaires au business. Quand on parle de Marketing Intelligence, on parle de toutes les infos nécessaires pour bâtir un plan marketing. Quand on parle de Competitive Intelligence, on parle de tous les renseignements que l'on peut avoir sur les concurrents. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une matière extrêmement intéressante, un peu flippante quand on parle de OSINT, Open Source Intelligence. C'est tous les renseignements que l'on peut avoir, et croyez-moi, c'est énorme, tous les renseignements que l'on peut avoir sur une technologie, sur une entreprise, sur un individu, sans jamais être un hacker, sans jamais pirater quoi que ce soit, mais en allant, si je puis dire, racler les fins fonds d'Internet, on peut savoir beaucoup de choses que les entreprises cachent. Vous envoyez un PDF, un PDF secret de Renault à un fournisseur. Ce fournisseur utilise un cloud qui n'est pas sécurisé. Je suis capable, moi, sur ce cloud non sécurisé, sans je dirais, hacker aucun mot de passe, sans faire de la malversation, sans faire de l'intrusion. Je suis capable de récupérer un PDF secret de Renault, bien sûr pas chez Renault, vous êtes trop sécurisé, mais chez un fournisseur ou un client de Renault. Donc c'est ça l'OSINT, Open Source Intelligence. Mais vous voyez, dans toutes ces acceptions, intelligence veut dire information, renseignement, et si on parle de la CIA ou du MI5, les services de renseignement étrangers, intelligence veut dire renseignement étranger. Ça ne veut pas dire que les gens de la CIA sont intelligents. Ça veut dire qu'ils cherchent des informations. Il se trouve qu'ils sont aussi intelligents, mais c'est un autre élément. Donc, ces machines intelligentes, bien sûr, elles gèrent l'information mieux que nous. Ça fait pas de sens de lutter contre la machine pour gérer de l'information. Elle gère l'information depuis la calculette ou depuis la pascaline. En 1642, si ma mémoire est bonne, la machine fait les additions et multiplications, division, soustraction, mieux que nous. Donc, on ne va pas lutter sur ce côté manipulation d'informations. En revanche, ce qu'on sait depuis 1642 et dont on peut être certain pour encore quelques dizaines d'années à venir, c'est que la machine n'a pas d'émotion, elle n'a pas d'esprit, elle n'a pas quelque chose que nous avons tous de manière quasi innée, la sensation du monde. Si vous regardez un petit enfant de 1 an, de 2 ans, il apprend en 2 ans exactement comment fonctionne le monde et il saura dès 2 ans se méfier d'un chat, s'approcher d'un chien, faire tomber des choses et s'apercevoir que son poids à lui a un effet sur les bosses ou les mots qu'il peut se faire. Une machine, elle n'a pas du tout cet esprit et cette intelligence.
Donc, moi, ce que j'aime bien dire, et c'est quelque chose qu'on va travailler un petit peu, quelques instants sur lequel je vais faire un tout petit peu de développement, c'est que l'IA, ce qu'on appelle IA aujourd'hui, de partout, de partout, de partout, c'est quelque chose qui n'est pas utile. C'est quelque chose qui ne marche pas. C'est quelque chose qui est encore à l'état de POC. Je pense que vous utilisez fréquemment ce terme de Proof of Concept ou de MVP, Minimum Viable Product, ou d'expérience. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'on appelle IA, c'est toutes ces expériences, et ce qu'on n'appelle plus l'IA, mais qui est quand même de l'IA et qui est vraiment utile, c'est tout ce qui fonctionne. Quand vous regardez la météo sur votre smartphone, vous n'avez pas l'impression d'utiliser de l'IA. Vous voulez juste savoir le temps qu'il fera demain, savoir si vous mettez un imperméable, vous prenez un parapluie, vous pouvez commander ou décommander votre séance de paddle et votre séance de foot d'extérieur. C'est tout ce que vous voulez savoir. Le fait qu'il y ait de l'IA dedans à 10%, 20%, 50% pour améliorer la prévision météo de demain, vous vous en moquez, vous ne dites pas je vais utiliser l'IA pour voir s'il fait beau demain. Non, vous utilisez juste la prévision météo de demain. Peu importe pour vous qu'il y ait de l'IA ou pas. Pareil dans une voiture, si vous rentrez dans une voiture et qu'elle a un système de freinage très sophistiqué, le freinage d'urgence, etc. Ce que vous voulez, c'est qu'elle vous empêche de rentrer dans le véhicule de devant, qu'elle vous empêche de rentrer dans un arbre. Peu importe qu'à l'intérieur, il y ait de l'IA ou qu'il n'y ait pas d'IA. Si ça ne marche pas et que vous percutez l'arbre, là vous vous intéresserez à savoir comment ça fonctionne et si c'est l'IA qui vous a laissé rentrer dans l'arbre ou si c'est un circuit défaillant. Mais si ça fonctionne et si vous vous arrêtez effectivement avant de rentrer dans le véhicule de devant, vous n'allez pas demander s'il y a de l'IA à l'intérieur ou pas. Et c'est ça qui est important, c'est que, retenez ça, l'IA qui marche est invisible. L'IA qui fonctionne et qui nous rend service, elle s'appelle plus IA. Elle s'appelle une application, elle s'appelle une fonction. Il y a de l'IA à l'intérieur, mais c'est pas ce qu'on va dire en premier. On va juste dire en premier qu'elle fonctionne, qu'elle marche. Et donc j'en viens à une citation d'un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Gilles Babinet, peu importe son nom, peu importe ce qu'il fait, il nous dit la vocation de la technologie, c'est de disparaître. Et moi, j'extrapole ou je fais une parabole par rapport à ce qu'il dit. Je dis, la vocation de l'IA, c'est de disparaître, c'est de faire des choses utiles à tous, en background, en silence, sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Et je vous montre la photo de ce monsieur fort sympathique qui s'appelle Demis Hassabis. Peu importe son nom, ce qu'il faut juste que vous sachiez, c'est qu'il travaille chez Google, mais ça on s'en moque, qu'il est spécialiste en IA, mais ça on s'en moque. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ce monsieur? C'est qu'il a eu le prix Nobel de chimie. Il n'est pas chimiste, d'accord? Il s'occupe d'IA. Mais grâce à l'IA qu'il a entraîné, il a poussé l'IA à découvrir des choses que le comité de Stockholm Prix Nobel a décidé d'honorer en disant ces choses qui ont été découvertes non pas par Demis Hassabis lui-même, mais par son IA, méritent le prix Nobel. Et donc, il a reçu le prix Nobel non pas pour l'IA, non pas pour l'informatique, non pas pour ce qu'il sait faire, il a reçu le prix Nobel pour quelque chose que l'IA qu'il a développé a fait à sa place. Et c'est ça l'IA. L'IA, ça ne doit pas faire des choses fantastiques. On lui demande de fais-moi un poème, elle fait un poème. Mais à la fois c'est génial et à la fois c'est complètement inutile. Il y a combien de livres de poésie que vous n'avez pas lus? Certainement 100 000. Donc plutôt que de demander à l'IA et de cramer la planète pour demander à l'IA de faire un poème, ouvrez un livre de poésie et lisez un poème. Au moins, il sera historique, il sera bien écrit, il sera plein de quelque chose que n'aura pas l'IA. Mais donc, ça, l'IA pour la prouesse, c'est ce que je vous montrais dans la slide précédente, c'est une IA inutile. L'IA utile,
ben, elle est cachée. L'IA utile, elle ne se voit pas. Et ce monsieur, il a reçu donc ce prix Nobel uniquement parce qu'il a entraîné une IA qui a trouvé quelque chose en chimie, et le prix Nobel a dit, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Allez, on avance un petit peu, différents types d'IA. Je vais vous citer des termes un peu complexes, mais vous pouvez les oublier au moment où je les prononce. Ils n'ont pas d'importance. Je ne vais même pas les prononcer, tiens, pour le coup. Je vais juste vous parler d'IA faible, IA large ou IA forte. L'IA faible, elle ne sait faire qu'une chose. Par exemple, elle sait jouer aux échecs. Attention, elle joue aux échecs mieux que le champion du monde d'échecs. Mais elle ne sait faire que jouer aux échecs. Elle va bien sûr dépenser 3000 watts par heure pour jouer aux échecs. C'est un gros ordinateur qui joue aux échecs. Mais il ne sait faire qu'une chose, jouer aux échecs. Et l'IA large, elle sait jouer à des jeux de plateau. Donc elle peut s'adapter des échecs, aux jeux de Go, aux petits chevaux. Elle peut éventuellement jouer à... Comment s'appelle les traîtres où on a au loup-garou, elle peut jouer, il y a une IA de jeu, elle peut jouer à plein de choses. Puis une autre IA, elle va savoir trouver, par exemple, certains types de cancers. Alors, si elle ne trouve qu'un seul type de cancer, c'est une IA faible. Si elle trouve plusieurs types de cancers, alors ça va être une IA large. Mais là, deux types d'IA, une IA qui sait faire qu'une seule chose, elle le fera mieux que l'homme, mais elle ne sait faire qu'une seule chose. Et puis les IA larges qui vont savoir faire plusieurs choses. Donc, IA faibles, elles sont concentrées sur des choses bien précises. J'aime bien les blagues de Alexa ou de Siri. Si vous dites à Siri ou à Alexa ou à Google, Gemini, raconte-moi une blague, il va piocher dans son répertoire de 100 000 blagues, il va en tirer une au sort, et il va vous la raconter. Vous comprenez que c'est de l'IA faible. Les blagues sont déjà écrites, elle en prend une, et si vous dites « raconte-moi une blague avec un chat », elle va faire en 1 milliseconde le balayage de toutes les blagues qu'elle a, jusqu'à trouver un chat, et elle va vous dire la blague de chat. L'IA forte, elle va inventer une blague qui n'existe pas. Elle va dire que fait le chat. Le chat, il saute. Donc un chat saute dans de l'eau, il se mouille, donc il éclabousse. Et avec éclabousser, il va faire un jeu de mots et il va trouver une blague qui n'existait pas, avec un chat qui saute dans l'eau et qui éclabousse et s'appelle, je sais pas comment. J'ai pas la blague. Mais l'IA trouvera une blague en l'inventant de toutes pièces. Elle sera peut-être pas très drôle, comme celle que je n'ai pas faite, mais en tout cas, c'est une nouvelle blague. Et c'est ça la différence entre les IA faibles et les IA fortes. Alors, je vous ai mis plein de choses intéressantes à lire pour plus tard, je ne vais pas vous embêter, mais juste, on est aujourd'hui au début des IA fortes, et la prochaine étape de l'IA très très forte, elle va justement s'appeler générale, parce qu'elle saura faire tellement de choses qu'elle pourra presque remplacer l'esprit d'un être humain sur, on va dire, 50% des choses qu'il fait. Que ce soit faire de la compta, réserver un voyage, trouver un programme pour améliorer ceci, améliorer son travail, changer la disposition de son poste de travail, etc. etc. Et puis, autre étape après, ce qu'on appelle le ASI, l'IA super intelligente. Alors, elle est capable de remplacer, soi-disant, je vous le livre comme c'est dans les livres. J'aime pas trop cette formulation, mais je vous la livre comme ça. L'ASI, donc l'IA super intelligente, elle est plus intelligente que la somme des intelligences des 8 milliards d'êtres humains. Et ça, j'y crois pas une seconde, parce que dans les 8 milliards d'êtres humains, il y a des gens qui savent faire des choses dont je n'ai aucune idée de l'existence, et je vois pas comment une IA pourrait être entraînée sur ce que fait quelqu'un qui vit à tel endroit ou tel endroit, dans l'extrême sud ou dans l'extrême nord, et qui sait faire des choses dont personne, même pas l'IA,
n'a le moindre début du commencement de l'idée de ce que c'est. Donc je vois pas comment l'ASI pourrait exister, néanmoins je vous le livre. Et puis il y a une autre étape qui s'appelle la singularité et qui explique que l'IA dépasse l'être humain. Et il y a une Singularity School en Californie qui explique tout ça très bien. Donc, autre type, on a vu les différents types d'IA, autre type d'IA, et ça j'aimerais bien que vous les intégriez parce qu'elles sont extrêmement importantes dans l'automobile et dans votre métier et dans la sécurité. C'est l'IA, on va dire, dans les nuages. Les Canadiens ont cette merveilleuse expression l'IA nuagique ou l'informatique nuagique parce qu'ils ne veulent pas dire le mot de cloud. Donc l'IA nuagique dans le cloud. Donc ça veut dire que les données où les processus sont dans un data center extérieur à l'entreprise. Il peut être à 1 km, mais il n'appartient pas à l'entreprise. Généralement, il est à plusieurs dizaines de kilomètres, et généralement, s'il est à plusieurs dizaines de kilomètres, parce qu'il y a un temps de latence à respecter, attention, les sauvegardes de votre data center qui n'est qu'à 10 km de chez vous sont, elles, à plusieurs milliers de kilomètres. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention quand on parle de cloud computing avec où sont stockées les données que l'on utilise chaque jour et où sont stockées les sauvegardes de ces données. Généralement, comme le data center qui a quelques dizaines de kilomètres de chez vous coûte plutôt cher, le stockage des sauvegardes va pas être fait dans ce data center-là, mais dans un autre data center qui peut se trouver dans un pays ennemi ou dans un pays qui n'est pas forcément avec une législation qui nous plaît. Donc, l'IA nuagique, et à l'opposé de l'IA nuagique, l'IA qu'on appelle on-prem, je suis désolé, il n'y a pas de terme français pour dire ça, ce serait chez soi, ici, dans nos locaux, l'IA dans nos locaux. Donc on-prem veut dire, c'est le raccourci de on-premises, donc dans nos locaux, qui s'appelle aussi du edge computing. Donc le edge, c'est la bordure, à la bordure de chez nous, mais qui nous appartient. Et ça, c'est hyper important dans la voiture, notamment. Est-ce qu'une voiture qui doit freiner, ou est-ce qu'une voiture qui voit un passant et qui doit nous informer, ou est-ce que tout ça, est-ce qu'elle est obligée d'envoyer un signal en 5G à un data center qui lui répond « Attention, c'est un piéton » ou est-ce qu'elle a en elle-même, donc on-prem, dans la voiture, hein, on-edge, du edge computing dans la voiture, est-ce qu'elle a le circuit intégré, le processeur, qui lui permet de distinguer un homme d'une charrette, d'un camion, d'un cycliste ou d'un panneau de signalisation, parce que de nuit, il n'y a rien de plus ressemblant à un panneau de signalisation qu'un être humain qui va traverser la route. Et donc il y a toute une analyse du contexte qui doit être faite pour la rapidité, on le comprend bien, qui doit être fait en edge computing ou sans accès Internet ou on-prem dans la voiture, parce qu'on n'a pas le temps de faire appel à la 5G. Et puis, si la 5G, pour une raison ou pour une autre, on est dans une zone blanche, on peut encore moins faire appel aux satellites, et donc on risque de ne pas avoir l'information qu'on avait l'habitude d'avoir, et on se retrouve dans le cas où qui est un des problèmes de l'IA d'ailleurs, hein, qui est un des problèmes de l'informatique ou de la calculatrice. On savait faire du calcul mental, la calculatrice nous a enlevé cette faculté de calcul mental, on la perd. On avait la faculté de se souvenir d'un numéro de téléphone, notre smartphone nous a enlevé cette capacité que l'on a à se souvenir des numéros de téléphone parce que c'est devenu inutile. On avait l'habitude de se repérer sur des cartes papier avec les plis Michelin, etc. Je me souviens d'indications, c'était marqué pli 4. Il fallait ouvrir la carte Michelin au pli numéro 4 pour trouver l'adresse qui était mentionnée. Aujourd'hui, on a les GPS et on oublie de se servir d'une carte. Et hier, peut-être, on savait conduire avec des yeux en vision nocturne et on savait discerner des choses. Si demain, ou dans 10 ans peut-être, hein, quand je dis demain, c'est pas forcément demain, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, si l'IA nous assiste tellement qu'elle nous dit quand un piéton va traverser, ben peut-être qu'on va se déshabituer d'avoir l'œil aiguisé à trouver la différence entre un piéton et un poteau. Je dis ça, je vais juste vous montrer maintenant, pour vous dire que aujourd'hui,
les modèles d'IA, donc retenez ça comme information, nous permettent de faire 95% de ce que l'IA peut faire, elle peut le faire on-prem. On peut internaliser chez Renault, chez Ampère, dans vos locaux, quasiment gratuitement, on peut internaliser tout ce que fait, pas tout, 95% de ce que fait ChatGPT, de ce que fait Gemini, de ce que fait XAI, de ce que font les IA en général, Claude, Anthropic, je ne vais pas toutes vous les citer, ou Perplexity. On peut internaliser chez vous 95% parce que, encore une fois, je reviens sur ce que je vous ai dit au départ, la loi de Moore, avec un géant de cette loi de Moore à aujourd'hui qui s'appelle Nvidia, avec, vous voyez là, je vous le mets en grand, c'est pas très lisible, vous avez là les gros GPU qui sont dans des data centers, vous ne pouvez pas avoir ça chez vous, cette armoire, rien que cette armoire coûte plusieurs millions, donc vous ne pouvez pas avoir ça chez vous dans chacune des filiales, celle-là coûte un petit peu moins, celle-là coûte un petit peu moins, et hop, 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 vous voyez, on passe là au DGX, qui fait un pétaflop, et celui-là, il vaut 3000 € et vous pouvez très bien l'avoir dans vos locaux. Et il est capable de faire plein de choses. Ce DGX, j'ai un GB10, c'est peut-être une autre référence. Un pétaflop, ça permet de gérer quand même pas mal de demandes pour pas mal de personnes. Je vous ai mis la définition ici du DGX de chez Nvidia. Le voilà sur un bureau. Donc voilà, il est là, il est sur un bureau et c'est tout petit. Et il permet, c'est la carte graphique qui va nous permettre de faire de l'IA en local. Et là, pour la petite histoire, vous avez le premier DGX offert par Jensen Huang, le patron de Nvidia, offert à Elon Musk, entreprise. Et puis, vous avez aussi deux types d'IA, l'IA complètement fermée, copyrightée, et l'IA open source. Pour la petite histoire, vous connaissez tous OpenAI, la société qui fait ChatGPT. Et il s'appelle OpenAI pour une bonne et simple raison, c'est que quand ils se sont fondés, Elon Musk et Sam Altman, qui ont fondé OpenAI, ont dit, nous on fait OpenAI justement pour s'opposer à Google, qui fait de l'IA de manière fermée, de manière interne, et qui ne dévoile pas ses sources. Nous on fait OpenAI pour que justement ce soit ouvert. Et au fur et à mesure où ils ont avancé dans OpenAI et ChatGPT, ils l'ont fermé. C'est pour ça que Elon Musk est parti de OpenAI et qu'il est allé fonder son XAI, son IA à lui. Et donc OpenAI, quelque part, est un oxymore. C'est pas open, c'est closed AI, il faudrait l'appeler comme ça. Et donc le closed AI, c'est copyrighté. Et l'AI open source, c'est ce que font aujourd'hui de plus en plus d'entreprises. Meta fait de l'AI open source, XAI, donc Grok et X, anciennement Twitter, fait de l'open source, et une boîte française très connue, Mistral et Hugging Face, font de l'open source. Donc l'IA de demain, selon moi, sera open source ou ne sera pas. Je vous propose de passer maintenant par les grands noms de l'IA. On va aller très vite, hein. Je vais pas vous les citer tous, hein. Vous connaissez tous Alan Turing, peut-être vous connaissez Yann Lequin, un Français très connu, OpenAI, je viens d'en parler, Mistral, c'est le français, et puis AWS, il ne faut pas l'oublier, c'est Amazon Web Services. Ils font aussi de l'IA. Le grand gagnant de cette première partie de l'IA, c'est bien sûr open source. Vous avez là le logo d'open source. Et puis là, vous avez les principaux acteurs. Je ne vais pas tous vous les citer. C'est une série de noms. Ça ne dira rien à certains. Et puis c'est pas très important de connaître les noms. C'est pas hyper important. Juste simplement, ça c'est un peu le clan à gauche. C'est le clan américain. Bon, il y a TSMC, le T de TSMC veut dire Taïwan, donc c'est pas vraiment des Américains, mais ils sont plus américains que chinois. Donc là, on a le côté américain. En bleu, on a le côté français, avec
avec Mistral, avec le chat bien sûr, avec QTI. Et puis en rouge, on a le petit clan, qui est de plus en plus important bien sûr, le petit clan chinois, très 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 important. Et là, vous devez remarquer qu'il manque quelqu'un là-dedans. Il y a un mot qui n'est pas là, qui est pourtant sur toutes les lèvres, c'est Apple. Apple a raté, mais complètement raté, le virage IA. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça l'IA, ils appellent ça Apple Intelligence. Et ils auraient mieux fait de l'appeler IA et d'en faire que de changer de nom et de ne pas en faire. Donc à ce jour et pour l'instant, Apple a très très peu d'IA dans ses devices et dans tous ses produits. Très étonnant, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas de. Apple a raté le pas. Euh, Google a bien pris le pas avant tout le monde, avant même que ça s'appelle de l'IA. Ils l'ont un peu abandonné, puis là, ils l'ont repris. Donc, dans les acteurs, il y a vraiment un petit peu de tout. Je voulais vous citer quand même que vous ayez cette culture. Vous connaissez les GAFA. On rajoute à GAFA, bien sûr, Microsoft, ça devient GAFAM, et puis on rajoute Nvidia, ça devient GAFAM. Ce que les Américains préfèrent appeler les Magnificent Seven, les sept magnifiques. Mag 7 ou Magnificent Seven. En France, peut-être vous les connaissez, on a les KHOLC, les Kohl, Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH et Chanel. On est plus dans le luxe que dans la techno, mais je voulais vous les citer quand même. C'est notre fierté française. Et puis en IA, on a ce qu'on appelle les GOMAX, avec, vous les avez en dessous, je vais pas vous les citer tous, hein, Gemini, OpenAI, Meta, Mistral, Azure, AMZ, Amazon, Anthropic. Et puis on pourrait rajouter XAI, on pourrait rajouter Perplexity, enfin plein de noms à ajouter. Je ne vais pas vous faire un long déballage de tous les noms de personnes à connaître, vous les aurez dans les slides. Je passe sur le plus célèbre, le fameux Jensen Huang, le patron de Nvidia, la plus grosse entreprise du monde. Encore une fois, hein, oui, oui, vous avez raison, Lionel. Dans les GAFAN, il faut rajouter en plus Netflix, que je n'ai pas mis ici, parce que Netflix, ils font un peu d'IA, mais c'est pas leur spécialité. Donc quand les Américains parlent de Mag 7, les Magnificent 7, ils rajoutent Netflix. Moi, je l'ai enlevé parce que là, il ne concernait pas notre discussion d'aujourd'hui, mais ils ajoutent Netflix. Le Jensen Huang, deux fun facts, trois fun facts sur Jensen Huang. Le premier, complètement anecdotique, on s'en moque. Il est toujours en blouson en cuir, quelles que soient les circonstances. Donc blouson en cuir, certains viennent de chez Hermès, d'autres viennent de un peu n'importe où, mais il est toujours en blouson en cuir. Deuxième fun fact, c'est le seul patron à la tête d'une grosse entreprise qui l'a fondée. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. C'est le seul, avec Mark Zuckerberg, ils sont tous les deux, c'est les deux seuls fondateurs de leur entreprise, toujours à la tête de l'entreprise. Donc Zuckerberg a fondé Facebook, qui est devenu Meta, il est toujours à la tête et on ne peut pas le déboulonner. Et Jensen Huang, il a fondé Nvidia et il est toujours à la tête de Nvidia. C'est les deux seuls. Tous les autres fondateurs se sont éclipsés devant des COO ou CEO qui ont pris leur tête. Les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont passé la main dans un premier temps à Eric Schmidt et aujourd'hui à Sundar Pichai qui est un petit indien. Et dernier fun fact sur Nvidia, et c'est là que je voulais en venir, c'est le seul qui soit intéressant, le reste c'est du fun fact bête et méchant. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas l'IA, que vous appréciez ou que vous n'appréciez pas ce que fait l'IA, peu importe. Nvidia est la plus grosse entreprise du monde. Point final. 5 000 milliards de valorisation. C'est devant Apple, qui était la deuxième, devant Microsoft, qui était la troisième, devant tout le monde, et de loin, de grosso modo 1000 à 1500 milliards. Nvidia vaut 2 fois la France. Alors, c'est pas tout à fait pareil, on compare, pour ceux qui font de la compta et de la finance, on compare du stock
et des actifs. Donc c'est pas la France vaut bien plus que vaut bien plus que son PIB de 2500 milliards. Mais néanmoins, voilà, vous avez une boîte Nvidia qui fait 2 fois le PIB de la France. Ça fait quand même un petit peu réfléchir, et encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on décrit ou qu'on applaudisse, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, etc. Ça doit nous interpeller, c'est la plus grosse boîte du monde. Peut-être que, comme disent certains, ce n'est qu'une bulle, que ça va s'effondrer et qu'elle va retrouver sa place de 10e ou 20e boîte mondiale. Je ne sais pas, je ne peux pas deviner ce qui se passera demain, mais en tout cas aujourd'hui, et depuis une bonne année, c'est la plus grosse boîte du monde, et c'est quand même assez remarquable. Je voulais vous faire un tout petit passage sur ASML. Alors, c'est pas tout à fait la bonne slide pour ASML, mais je ne trouve pas bon, voilà, je vais vous montrer celle-là. ASML, qui est une boîte européenne, qui est hollandaise, des Pays-Bas, et qui fait de la lithographie. C'est eux qui font les meilleures lithographies pour faire des puces à 2 nanomètres de gravure. Et donc c'est ASML, boîte européenne, et sans ASML, le monde entier perd la loi de Moore. La loi de Moore, c'est celle qui dit qu'on va doubler de capacité informatique. Donc c'est important pour nous, pour vous, de savoir que cette loi de Moore, qui permet de doubler la puissance informatique tous les 18 mois, et qui permet de faire l'IA, et qui permet de faire tout ce qu'on fait avec l'IA, des films, des textes, des choses géniales ou des choses nulles, eh bien, la technologie qui permet de faire ça, elle est européenne, elle est chez ASML, et à ce jour, c'est la seule boîte mondiale, à tel point que les Américains et les Européens ont interdit à ASML de vendre une certaine machine qui coûte 30 millions d'euros et qui voyage il faut 2 747 pour la déplacer, enfin pour la vendre. Une fois que vous l'avez acheté, la livraison se passe en 2 Boeing 747 cargo qui vont déplacer la machine. Eh bien, la seule boîte qui sait faire les puces de génération d'aujourd'hui, c'est ASML, qui livre ces machines. Alors désolé, c'est très compliqué maintenant, donc je vais passer rapidement, mais je le dis juste pour ceux qui savent. Donc ASML qui est ici, ASML qui est européen, grave des plaques de silicium qu'on appelle des wafers, qui viennent de chez Soitec, qui est grenoblois, qui livre tout ça chez TSMC, qui est taïwanais, pour fabriquer des puces avec la technologie ARM, qui sont achetées par Nvidia. Donc vous voyez, tout ceci est assez complexe, et on parle vraiment de globalisation ou de mondialisation, parce que sans les Européens, il n'y a pas ASML, sans les Grenoblois, il n'y a pas Soitec pour faire les wafers, sans TSMC à Taïwan, il n'y a pas la capacité de faire les puces, sans ARM, il n'y a pas la capacité de faire le logiciel des puces, et sans Nvidia, il n'y a pas de GPU, il n'y a pas d'IA. Donc vous voyez, tout ça est très 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 interconnectés. C'est tout ce que je voulais entre guillemets, vous démontrer. Ne retenez pas tous ces noms, c'est beaucoup trop compliqué, mais c'est pour vous les citer et vous montrer qu'effectivement, il y a beaucoup d'interdépendance. Alors, je ne partirai pas de ce point-là sans citer Mistral et le chat. Bien sûr, ils sont hyper importants, mais encore plus importants que Mistral et le chat, une boîte française qui s'appelle Hugging Face. Malgré son nom, elle est faite par des Français. Je vous la montre en grand, elle vaut le coup. Et chez Hugging Face, vous allez trouver tous les modèles que vous voulez pour faire tourner des IA dans vos locaux si vous le souhaitez. Donc ça veut dire que grâce à Hugging Face, boîte française, vous pouvez télécharger un des 5000 LLM, Large Language Model, modèle d'IA. Il y en a pour tout. Pour tout. Vous pouvez télécharger ce modèle gratuitement, c'est gratuit. Vous pouvez le mettre chez vous. Vous pouvez l'entraîner avec des données en plus à vous et vous en servir rien que pour vous dans vos locaux sans que ça sorte de vos locaux, sans que ça aille dans le cloud. Donc, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous devriez vous passer de ces technologies-là? Non, aucune. C'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement, non pas facile, mais c'est commun,
c'est très peu cher. Ça demande des connaissances, bien sûr, ça demande un peu de matériel, mais rien à voir avec les milliards d'euros qu'il faut pour entraîner une nouvelle IA. Pour quelques dizaines de milliers d'euros, on peut entraîner une IA qui existe déjà. C'est ce que je veux vous expliquer à travers ces schémas. Et les jeunes de demain dont on se fait beaucoup de soucis pour eux, à savoir est-ce qu'ils trouveront du travail, est-ce qu'il y aura du travail pour des jeunes, les jeunes qui savent faire ça, oui, il y aura du travail pour eux, je peux vous le garantir, et sans aucun problème. Alors, prenons un peu de recul historique, regardons ce qui se passe dans l'IA. Il y a eu, depuis 1956, invention du terme IA. On va faire une petite timeline, une frise chronologique. Donc, 56, invention du terme IA. Il y a eu plein d'hivers, donc des moments où plus personne ne croit dans l'IA. Et puis, il y a eu le fameux AI moment, le moment, le point culminant de l'IA en 30 novembre 2022, donc il y a 3 ans, la création de ChatGPT qui tout d'un coup s'est révélée au monde. C'est la plus grosse innovation mondiale. En un mois, ChatGPT a eu 100 millions d'utilisateurs. On n'a jamais vu ça nulle part. Aujourd'hui, il a fallu 4 ans au smartphone pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Seulement un mois à l'IA pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, il y a 900 millions d'utilisateurs de ChatGPT, juste ChatGPT. Et par seconde, ChatGPT reçoit 29 000 prompts. Chaque seconde, ChatGPT reçoit 29 000 prompts. Dans ces 29 000 prompts, il y a quelle est la recette de la ratatouille, quelle est la recette du guacamole, donc des choses où on ferait mieux de ne pas déranger l'IA pour ça, mais maintenant on a pris l'habitude et donc c'est notre nouveau canal d'information et donc on l'utilise pour le meilleur, pour l'inutile, la recette du guacamole, et pour le pire, des choses qui seraient non licites. Ah, c'est intéressant cette remarque de Benoît. Pourquoi faire appel à l'IA sur les données internes qu'on devrait maîtriser, puisque ce sont les nôtres? Et il a l'impression de plus en plus qu'on utilise l'IA pour pallier la non-qualité de nos données. Alors ça peut être ça. On a des données, on a plein de données, mais on a la, entre guillemets, si je puis dire, la flemme de les mettre en ordre, la flemme de les organiser. Donc on dit, on va les faire manger à l'IA et on va interroger l'IA. Ce qui, si ça consomme pas beaucoup d'électricité et si ça ne partage pas nos secrets avec le monde entier, ce qui est une manière d'utiliser les données que l'on a et dont on ne se sert pas à l'heure actuelle. Donc si vous mettez toutes les données que vous avez dans votre business unit, dans votre service, vous dites à l'IA, mange tout ça, tous les rapports, tous les comptes rendus, tous les PDF, toutes les informations, en local, il ne s'agit pas de les donner à l'extérieur, en local, mange tout ça, et maintenant on interroge l'IA, plutôt que de maîtriser nos données, et que ça nous fait économiser du temps, du classement, et que ça marche aussi bien, et que ça permet aux jeunes de s'intégrer sans avoir l'expérience des anciens, pourquoi pas, mais pour être, je suis d'accord avec Benoît, un ancien qui aurait tout bien suivi depuis le début, qui aurait une bonne mémoire, ferait le même travail que cette IA à qui on a tout donné à manger. Sauf qu'on a transféré, alors, excusez l'expression, je pris hors de son contexte, c'est dangereux ce que je veux dire, on a transféré l'esprit d'un ancien de la boîte qui aurait tout compris depuis le début, qui aurait tout suivi depuis le début, on l'a transféré à une machine. Et cette machine, on peut l'interroger autant qu'on veut. C'est pas pour ça qu'il faut se séparer de l'ancien qui est là et qui peut toujours rendre de très très bons services. Donc, on a eu ce fameux AI Moment, novembre 22, comme il y a eu en juin 2007, le iPhone Moment. Le monde n'a pas été le même après l'iPhone qu'avant l'iPhone. Et au début de l'iPhone, plein de gens disaient « Moi, je veux pas d'iPhone. Je garde mon BlackBerry. » Peut-être vous avez connu ces gens-là. Peut-être c'était vos grands-oncles, vos parents. Peut-être était-ce vous-même. « Je garde mon BlackBerry. Je veux pas d'un truc sans clavier. »
Et puis aujourd'hui, il n'y a plus de clavier, donc on est tous à la même enseigne. Et quelqu'un qui dirait je veux pas de smartphone serait effectivement un petit peu bizarre. Et il y a comme ça dans le monde des moments. Et donc on a connu le... Enfin moi je n'ai pas connu, je suis trop jeune pour ça. Pour une fois que je peux dire je suis trop jeune, je m'en prive pas. Je n'ai pas connu le transistor moment dans les années 50. Le dot-com moment, je l'ai connu en 2000. L'iPhone moment, j'y ai participé en 2007. Le AI moment, on le vit en ce moment, c'est 2022. Et la question que je vous pose, quel sera le prochain, entre guillemets, moment? Est-ce que ce sera le crypto moment? Est-ce que ce sera l'informatique quantique qui va venir? Est-ce que ce sera le moment des robots? Dans les robots, il faut comprendre des choses autonomes, aussi bien des véhicules autonomes que des robots humanoïdes autonomes, que des robots qui n'ont que des bras sur des roues et qui seraient autonomes pour faire la cuisine ou pour faire certaines choses précises. On n'a pas besoin de jambes pour faire la cuisine. Hein. Des cuisines étant généralement un seul plat, il suffit d'avoir des roues et des bras, même 3 bras, ça peut être intéressant pour faire la cuisine. Donc, est-ce que le prochain moment sera un moment de robot? Je ne sais pas le dire. Quand est-ce qu'il arrivera? Je ne sais pas le dire non plus, mais on attend le prochain moment. Et je vous ai fait, mais on ne va pas la détailler, c'est très très long, une frise chronologique qui part de 1642, je pense que je m'en suis bien suivi, bien souvenu tout à l'heure, la Pascaline, le premier ordinateur, la machine à calculer, et qui va jusque, voilà, Luc Julia, que vous connaissez bien, parce qu'il travaille chez Renault, 2010. Il est un peu décrié en ce moment, mais voilà, il a travaillé sur Siri en 2010, et aujourd'hui il travaille chez Renault jusqu'en 2035, l'espèce de singularité dont je vous parlais tout à l'heure avec l'AGI, l'ASI. Et le dernier moment que j'ai nommé ici, ChatGPT 5 en juillet-août, mais il y a eu encore plein d'autres moments de cette timeline. Je vais pas encore une fois, je vais pas les détailler, mais c'est des moments qui sont extrêmement importants. Alors, je vous propose de faire pour un peu plus tard un exercice que je vais vous montrer sur le site internet, c'est de faire le mind map, une carte de l'esprit ou un knowledge graph de l'IA, de se dire bon, ok, on met l'IA au milieu et maintenant on fait des branches. Alors la première branche, ce serait quoi? Ce serait des machines, après ce serait des méthodes, après ce serait du génératif. Et donc je vous donne le lien, vous l'aurez dans les slides et je vais vous le donner sur Internet. Ah, Thierry nous dit le Nuclear Fusion Moment. Oui, avec ITER, j'espère beaucoup sur ce... ITER étant une machine qui est dans le sud de la France, un projet mondial extrêmement intéressant. Alors là, pitié Julien, épargnez-nous le Trump, surtout si c'est pour le prix Nobel de la paix, le Trump Nobel Moment, mais je crois plus à Thierry qui nous dit le Nuclear Fusion Moment. Effectivement, si on a non pas la fission qu'on sait faire aujourd'hui, mais la fusion qu'on ne sait pas encore faire, c'est de l'énergie à volonté pour tout le monde, pour un coût minuscule. Oui, mais il y a dans le nucléaire des SMR, Small Modular Reactor, qui tiennent dans un container et qui peuvent alimenter grâce au nucléaire. Donc il y a un moteur nucléaire, un peu comme dans les sous-marins atomiques, il y a un moteur nucléaire et qui est capable d'alimenter un data center sans le connecter au réseau EDF, sans le connecter au réseau normal, et qui est capable d'alimenter un data center. Donc on croit beaucoup, c'est pas encore en fonctionnement, mais tout le monde investit dedans, ces fameux Small Modular Reactor, SMR. Retenez c'est comme l'ASMR sans le A, retenez ce terme de SMR, Small Modular Reactor. J'espère que ça va fonctionner parce que ça peut être effectivement intéressant. Donc je vous donne le lien de ce mind map que j'ai commencé. Et puis l'idée c'est que vous détruisiez tout ça et que vous fassiez pour vous votre propre mind map de l'IA. Pour vous, qu'est-ce qui va arriver en premier, deuxième, troisième, quelles sont les différentes branches, alors par rapport à votre métier, par rapport à votre passion, par rapport à vos enfants, par rapport à l'école, par rapport à plein de sujets extrêmement intéressants.